Je m'appelle Christelle Graleguen, je suis pédiatre et je travaille à Nantes. Et j'ai eu la chance de travailler dans le cadre d'une mission nationale qui était celle de la santé, les assises de la santé de l'enfant. Et donc j'avais prévu de vous raconter un peu cette histoire. Et dans quelle mesure est-ce que le focus qui a été fait sur la santé des enfants outre-mer était susceptible de faire bouger les lignes, d'améliorer des pratiques. Et à partir de quelques exemples concrets que je vous ai choisis, mais qui sont tout à fait arbitraires, dont on pourra rediscuter, voir en effet comment est-ce qu'on peut avancer sur cette question de ne pas faire de copier-coller abusif et de transposition qui n'aurait pas de sens, mais pour autant éviter les pertes de chance et les améliorations qui sont possibles, mais qui ne sont pas mises en œuvre pour des raisons diverses, pour lesquelles il faut probablement qu'on se mobilise. Donc voilà un petit peu l'histoire que je vais vous raconter. Donc l'histoire, elle commence hiver 2022. On est après la pandémie. On a une réaugmentation très spectaculaire de la circulation des microbes, que ce soit des virus, des bactéries. Et on fait exploser le système de soins avec des urgences totalement saturées, des services d'hospitalisation saturés, des services de réanimation aussi. Et donc quand les réanimations adultes sont saturées, on en entend parler partout. On met les patients dans des TGV, on les transporte avec la presse qui est là et tout le monde qui s'en préoccupe. Mais quand les services de réa pédiatrique sont saturés, ça ne fait pas beaucoup d'effet. Donc là, l'idée, c'était celle d'une mobilisation générale pour crier à l'urgence qui se posait. Et donc la photo là que vous voyez, c'est celle du service d'urgence que je dirige, où j'arrive le matin pour les transmissions. Et donc il y a 4 familles qui sont hospitalisées dans le couloir, avec des bouteilles d'oxygène de fortune, avec des scopes si on peut. Et on me dit, bah non, il n'y a plus de lit, on les a mis là. Et en effet, ils sont là pour 2 ou 3 jours, dans le couloir des urgences. Donc bien évidemment, les équipes s'épuisent, la permanence des soins devient impossible. Et en fait, il s'avère que le problème, ce n'est pas le problème des urgences. Et que le problème, il est bien plus profond. C'est qu'en effet, en termes de prévention, on voit bien que les PMI sont en difficulté sur tout l'Hexagone, qu'on n'a plus de médecins scolaires. Il y a 800 médecins scolaires qui travaillent en France. Vous savez que c'est à peu près 700 000 enfants par classe d'âge, donc multiplié par 15 ans. Vous voyez bien qu'on est loin du compte. Les pédopsychiatres, c'est en effet une situation catastrophique actuellement dans l'Hexagone. Et certains enfants attendent jusqu'à 1 an pour avoir une consultation et un accès dans les CMP. Et puis on a une réaugmentation de la mortalité infantile. On en a parlé déjà hier à l'occasion de la thèse de l'INSEE, mais on voit en effet qu'après une diminution assez rapide dans les années 2000, puis une stagnation, eh bien, on a une réaugmentation de cette mortalité que par rapport à des pays qui ne sont pas très proches de nous, qui ne sont pas très, très éloignés, je veux dire, comme la Finlande ou la Suède, eh bien, vous voyez qu'il y a un décalage d'environ 1200 décès qu'on n'explique pas clairement et qui laisse à penser qu'il y a possiblement des décès d'enfants évitables en France. Et donc ça, c'est un schéma qui permet de distinguer, alors je ne sais pas s'il y a un pointeur, ouais. 3 périodes. La période 2001-2005, où tous les indicateurs sont au vert, et dans toutes les classes d'âge, où la mortalité diminue. Et puis un moment où elle diminue moins vite, 2005-2012, avec une classe d'âge où on a en effet une alerte et une recroissance déjà. Et donc ce sont les enfants âgés entre 7 et 27 ans. Et puis l'alerte se confirme entre 2012 et 2019. Et cette fois-ci, ce sont les 0-6 ans qui sont en cause. L'alerte est moins aiguë pour les 7-27 ans, 27 jours. Et on voit que pour la période post-néonatale, donc on est entre J28 et la fin de la première année, eh bien, on a là aussi une alerte qui porte en particulier sur les garçons. Donc cette augmentation de mortalité, certains l'ont banalisée en disant c'est bon, c'est des tout petits, c'est de la néonate. Non, c'est pas que de la néonate. La problématique est plus générale et cette alerte mérite probablement d'être prise au sérieux. Et donc en effet, on a été pris au sérieux
parce qu'il y avait des gens dans la rue, parce qu'il y avait en effet le feu dans les services. Et on voit bien que malheureusement, c'est uniquement dans ces situations de crise où on arrive à attirer l'attention. Et donc, le ministre de l'époque propose de mener des assises de la santé de l'enfant pour travailler au-delà de la crise des urgences à une refonte du système de santé. Donc, l'opportunité paraît idéale de pouvoir faire bouger quelques lignes. Et donc, ces assises ont un objectif très clair, c'est dépasser les constats pour construire un plan d'action pluriannuel de refondation de la santé de l'enfant. Rien que ça. Les principes directeurs, c'est que dans enfants, on entend les moins de 18 ans, avec une attention particulière portée aux périodes de transition, qu'on considère la santé dans sa définition OMS, globale, à savoir physique, mentale, sociale, et qu'on va s'intéresser au parcours de santé des enfants et mettre les enfants et les parents comme des acteurs au cœur de ces parcours. Proposer des mesures concrètes, c'est ça l'idée, hein. C'est pas de discuter ni de débattre pendant des heures, mais qu'est-ce que tu proposes? Et ça, en ayant une temporalité qui s'inscrive sur plusieurs périodes, du court terme, du moyen et du long terme. Et donc, on a mené une concertation qu'on a voulu la plus large possible pour essayer, à partir de tous les acteurs au quotidien de la santé de l'enfant, de faire émerger des idées et des solutions. Et donc, le ministre qui avait lancé ces assises, c'est François Braun, qui avait dit que ces assises seraient menées avant l'été. Mais il s'est avéré qu'il n'avait pas précisé l'année. Donc, on a mis en place un comité d'orientation avec des experts d'horizons très différents. Il y a des pédiatres, mais pas que. Il y a plusieurs médecins généralistes, des puériculteurs. Il y a en effet des médecins libéraux, des médecins hospitaliers. Et donc, moi, j'avais l'honneur de présider ce comité d'orientation avec Adrien Taquet, qui est un ancien ministre à la protection de l'enfance et à la famille. Et donc, à partir de 6 axes de travail, on a mené, vous voyez, de nombreuses tables rondes, beaucoup d'auditions, 2000 contributions écrites qui ont été remontées en ligne et qui ont abouti à ce document qui est remis officiellement au ministre dans les temps, avant l'été, et qui fait la synthèse des propositions concrètes qui sont faites autour des différents aspects de la santé de l'enfant. Alors, il y a pas loin de 400 propositions. Et donc, évidemment, il faut un arbitrage pour pouvoir les prioriser et faire émerger celles qui vont pouvoir être mises en œuvre le plus vite possible. Et alors, c'est là où ça se complique. Voilà. François Braun est remplacé par Audrien Rousseau, qui lui aussi démissionne un jour où il est question d'une loi sur l'immigration. Il est suivi par Catherine Vautrin, qui ne s'investit pas vraiment dans la question de la santé des enfants, mais qui passe la main à son ministre, qui est Frédéric Valtou, qui nous reçoit, qui en effet organise au mois de mai 2024 un arbitrage et qui retient une vingtaine de mesures. Et donc, il ne reste plus qu'à les mettre en œuvre. Et puis là, le 9 juin, on n'en peut plus, puisque notre président décide de dissoudre l'Assemblée. Et donc, depuis le 9 juin, il ne s'est plus rien passé. Voilà. On est bientôt au mois de novembre. On ne désespère pas. On a écrit au ministre qui nous a dit « Je reviens vers vous ». Mais c'est juste à pleurer. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il y avait dans ces assises et pour lequel on espère bien continuer, concernant les enfants d'outre-mer. On a été auditionné à plusieurs reprises par le Sénat et l'Assemblée nationale, dans sa commission des affaires publiques sur cette thématique. Et donc l'idée, c'était de dire une république, une santé, et en effet, un certain nombre de sujets doivent être mis en place rapidement pour les enfants d'outre-mer. Et donc, les objectifs, je vous les liste rapidement. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ce document est disponible en ligne sur le site du ministère de la Santé. Et donc, l'objectif 1, concernant les enfants des Outre-mer, c'est d'améliorer la connaissance de la santé. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Augmenter fortement le nombre de professionnels de santé pour les Outre-mer. Assurer un accès aux soins pour tous. Et intensifier les politiques ciblées de prévention et d'éducation en santé.
Donc vous pourrez, par le détail, consulter les propositions qui ont été faites et les arbitrages qui ont été faits, de manière à pouvoir passer en revue les différentes propositions. Vous voyez qu'il y en a qui portent sur les violences, il y en a qui portent sur les troubles du neurodéveloppement, sur la question de l'obésité, et de financer des projets de recherche spécifiques à l'outre-mer. Et donc je pense qu'on a là une fenêtre d'opportunité tout à fait importante en ce domaine. Intensifier les politiques ciblées de prévention avec la couverture vaccinale, on en a déjà largement parlé, et puis aussi des actions de prévention ciblées. Il est question d'alcoolisation fœtale, de santé sexuelle, de grossesse précoce, c'était la thèse d'hier, et de violences éducatives ordinaires également, avec le problème des addictions qui est souligné. Donc, quelle perspective pour les enfants de Guyane concrètement? Je vous ai mis 3 exemples concrets que je connais bien et donc qui sont faciles à vous présenter, mais on aurait pu en choisir beaucoup d'autres, et ça constitue des pistes possibles pour des travaux de recherche. Donc le premier, par exemple, s'appelle Gastrovim. Je ne sais pas si certains d'entre vous y ont participé ici. C'est un travail qui a été financé par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, qui était un travail entre Nantes, où je travaille, et Cayenne, et qui nous a permis d'inclure des enfants qui étaient infectés par le rotavirus, afin d'essayer de comprendre les mécanismes de l'infection, d'adhésion du virus à l'entérocyte, et pourquoi est-ce que certains vaccins sont efficaces dans les pays développés, mais plus limités, une efficacité qui est moins importante dans certaines zones géographiques. Et donc il est question bien évidemment de travaux de recherche transversaux, puisqu'on part de la paillasse et des polymorphismes génétiques pour arriver à la sensibilité des souches en fonction du type de souche. Donc l'hypothèse de travail, c'était de dire que le polymorphisme de certains marqueurs entraînera une absence de ligand, et que des vaccins constitués de souches virales réplicatives atténuées pourrait en effet avoir un effet plus ou moins marqué en fonction du polymorphisme et de l'endroit où survient l'infection. Et donc ces travaux ont été menés sur 3 ans, ont été l'objet de trois thèses de sciences, et ont permis en effet d'identifier des différences tout à fait nettes entre les patients inclus à Nantes et les patients inclus à Cayenne, que vous voyez ici. Et d'aboutir en effet à une association entre les polymorphismes et la sensibilité au vaccin. Et donc on montre ici une protection innée de près de 33%, donc un tiers des enfants ont une protection innée du fait de la combinaison de leur polymorphisme, et des résultats qui peuvent être différents en fonction des endroits du monde. Et donc la fréquence des polymorphismes est corrélée avec la diversité des souches virales, leur épidémiologie, et possiblement en lien aussi avec l'efficacité du vaccin, qui mériterait d'être pris en compte pour des produits plus efficaces. Et donc on a profité aussi de cette étude pour mettre en place un score de gravité clinique cette fois-ci. Et donc c'est un travail 100% clinique pour estimer au mieux la gravité des formes cliniques à l'admission et leur évolution dans le temps. Deuxième sujet, la bronchiolite. Une maladie évitable, on aimerait bien. On a commencé cette présentation en parlant bronchiolite, mais vous savez que, en effet, pour des médecins d'adultes, c'est pas du tout évident que cette bronchiolite, ça soit si grave que ça. Ça tue pas, ça tue peu en tout cas. Et en effet, on a toujours du mal à convaincre nos collègues adultes que cette maladie mobilise autant de soignants, et en termes de qualité de vie pour les enfants et leurs familles, puisse être aussi compliqué. Donc là, vous voyez l'évolution du nombre des patients aux urgences admis pour bronchiolite au fur et à mesure des années. Et donc c'est l'année qui est en vert là, qui a été particulièrement terrible, et qui était l'année post-confinement. Donc ça, pour vous redire rapidement la pyramide du VRS, il y a en effet, vous connaissez ça par cœur, donc on va aller vite, il y a l'immense majorité d'une classe d'âge
donc les 700 000 enfants qui naissent tous les ans qui s'infectent au VRS, et que parmi eux, la plupart vont faire une bronchiolite, mais bénigne, et vont être gérés en ambulatoire. Certains vont passer aux urgences. C'est 2 à 3% qui vont être hospitalisés, et parmi eux, une petite partie qui passe en réanimation, et des cas de décès qui sont tout à fait rares. La plupart de ces bronchiolites, vous voyez, au moins 70% sont en lien avec le VRS. Et donc la prévention, elle est devenue envisageable à partir du moment où on a découvert cette molécule qui est un anticorps monoclonal et qui se lie avec des sous-unités de la protéine de fusion et qui la bloque avant qu'elle ne pénètre dans l'organisme. Et donc on a travaillé dans un premier temps sur une approche qui est assez classique, pour évaluer l'efficacité de ce produit à travers des cohortes qui étaient quand même importantes, vous voyez, puisqu'on a été entre 1400 et 8000 enfants d'inclus pour évaluer la baisse des consultations, des hospitalisations et puis des séjours pour bronchiolite grave. Et puis avec ces données, eh bien, on a réussi à obtenir, mais aussi parce qu'il y avait le feu dans les services, et donc la pression était grande, d'obtenir la mise à disposition et l'utilisation large l'hiver dernier. Et donc cette utilisation large, elle nous a permis, donc ça c'est les recommandations qui ont été donc faites dès l'année dernière, soutenues par le Collège de médecine générale, mais pas par prescrire, et le CNP de pédiatrie, donc toute la communauté pédiatrique. Ça nous a permis en effet de profiter de cette espèce d'expérimentation générale, puisqu'il y a 250 000 enfants qui ont été immunisés l'année dernière, pour voir en vie réelle cette fois-ci, et pas dans des essais contrôlés randomisés, est-ce que en effet ça marche. Et alors non seulement ça marche, mais ça a même dépassé nos espoirs. Et donc c'est pour ça que cette année, on est très attaché à pouvoir généraliser l'utilisation de ce produit et en faire bénéficier un maximum d'enfants. Donc en réanimation, vous voyez, les travaux qui ont été menés, qui sont des travaux cas témoins, ont montré une efficacité qui est de l'ordre de 80%. Pareil pour l'hospitalisation. 80% d'efficacité environ sur les différents essais qui ont pu être menés et publiés dans des revues prestigieuses, puisque c'est le New England qui a accepté cette publication avec un auteur prestigieux que vous pouvez voir à ma droite et qui vous la commentera mieux que moi. Mais en effet, des résultats très spectaculaires. Et aux urgences, de la même manière, sur une étude cas témoin, on confirme la diminution et l'efficacité sur les passages aux urgences. Voilà, je vous passe les détails. Enfin, les effets ont également été analysés par le groupe Active, et cette fois-ci en activité libérale, en ambulatoire, et on confirme une efficacité globalement autour de 80%. Donc non seulement c'est homogène, mais ça marche sur tous les stades de la maladie. Et aujourd'hui, la question se pose de pourquoi le comité de transparence de la HAS trouve que le service médical rendu est modéré pour ce produit. Voilà, donc là, on arrive à des choses un peu aberrantes, ce qui fait que le remboursement de ce produit n'est que de 30%. La différence doit être prise en charge par les mutuelles, sauf si les enfants sont immunisés en maternité, auquel cas, ça fait partie du forfait hospitalier. Le nombre de cas évités donc, a été modélisé par l'équipe de Pasteur, et on arrive à environ, si la couverture vaccinale est supérieure à 85%, sur l'épidémie précédente, pas loin de 5000 hospitalisations évitées. Et donc en termes de saturation du système de soins, c'est quelque chose de tout à fait spectaculaire. Ça, c'est juste pour vous dire que dans une région d'Espagne, le choix était différent d'une autre, où ils ont immunisé tous les enfants, tout âge confondu, sur l'année qui venait de s'écouler. Donc tous les moins d'un an ont été immunisés. Et ce qu'on voit, c'est que le nombre des hospitalisations que vous voyez ici a été diminué de façon très très spectaculaire lorsqu'on limite la circulation du virus chez les tout petits. Donc une efficacité en vie réelle, cette fois-ci, et pas dans des essais contrôlés randomisés, à tous les niveaux de la gravité de la maladie, avec les différents groupes.
Dernier point avant de conclure. En ce qui concerne les applications possibles des assises et les sujets qui me tiennent à cœur, il y a celui qu'on a déjà évoqué qui est de mesurer la santé des enfants aussi sur les territoires ultramarins. Et donc là, je vous cite l'exemple que je connais bien parce que c'est un registre qui est coordonné par mon équipe et qui s'attache à décrire les cas de mort inattendue du nourrisson. Et donc vous voyez que ce registre, il fonctionne déjà largement sur l'Hexagone avec le nombre de cas inclus par ville. On est actuellement environ 2000 inclusions. Ça fait 10 ans que ce registre fonctionne et qu'on est à 0 pour la Guyane. Et donc, c'est les discussions qu'on a eues à l'occasion de nos échanges là, il y a 2 jours, hein, pour savoir comment est-ce qu'on pouvait mettre en place un système de recueil et de mesure aussi pour la Guyane. On sait en effet qu'il y a certains facteurs de risque de mine et que ces facteurs de risque sont non modifiables pour certains. Par exemple, le petit poids de naissance, la prématurité. Mais certains, par contre, sont modifiables et certains même sont protecteurs. Donc, il y a des inégalités de fréquence en fonction des différents pays européens qui laissent à penser qu'il y a peut-être une dimension génétique, mais il y a peut-être d'autres explications. Et même au sein de la France, vous voyez, c'est assez hétérogène. Et donc, ça paraît indispensable de pouvoir participer au recensement de ces mines, puisque, vous voyez, c'est pas loin de 300 décès tous les ans à l'échelle de l'Hexagone qui sont observés, avec des âges qui sont surtout des moins de 5 mois, et pour lequel on a déjà des données intéressantes. Par exemple, en aparté, je disais que les 2/3 de ces enfants décédés n'étaient pas dans des positions de couchage recommandées. Et donc, il y a des améliorations possibles, il y a des pistes de prévention qu'on a envie de mettre à profil. Et là, parce qu'on est dans des journées d'infectiologie, je vous présente un travail qui vient d'être accepté dans Journal of Pediatrics et qui montre, c'est ici qu'il faut que je vous montre, qu'à partir du moment où il y a eu cette période de confinement et donc la diminution de circulation des microbes en général, eh bien, on a observé aussi une diminution de la fréquence des mines et qui illustre probablement le rôle de la pathologie infectieuse dans la survenue de la mort inattendue du nourrisson. Donc, on ne peut pas faire de relation de causalité directe, mais probablement une contribution qui est intéressante à prendre en compte. Donc, en conclusion, en attendant la mise en œuvre des assises, pour lequel on reste mobilisé, déterminé, en attendant le prochain gouvernement et le prochain ministre, il nous paraît important de pouvoir travailler ensemble à mesurer l'état de santé des enfants en Guyane. Et donc, on a évoqué le registre de la mort inattendue du nourrisson, mais également les indicateurs d'admission aux urgences. Vous avez vu que les données bronchiolites que je vous ai montrées, c'est Au Secours, qui est un réseau qui permet en temps réel de mesurer les admissions aux urgences. Le système national de données de santé et le fardeau des maladies infectieuses doit pouvoir être analysé et d'accès plus facile. Et donc l'idée qui était portée et qui était validée par les assises, c'était de mettre en place un registre des décès et un registre des naissances. Et qu'à partir de ce registre, bien évidemment, on peut tout à fait identifier les décès évitables et aussi leurs déterminants et les mesures de prévention possibles. Et donc, dans les recommandations vaccinales, on a évoqué bien évidemment les pathogènes qu'on connaît déjà, mais il faudra pouvoir optimiser le recours au nirsevimab ici aussi en l'adaptant à l'épidémiologie locale, bénéficier des progrès thérapeutiques, développer les travaux de recherche et puis rester dans une approche qui est la prévention avant tout. Et la prévention, c'est pas que les vaccins. Alors aujourd'hui, je sais qu'on parle d'infectiologie, mais je pense que cette période des 1000 premiers jours, elle mérite vraiment, au sein de toutes les PMI, d'être mise en avant comme la période idéale pour mettre en place un certain nombre de mesures de prévention. Voilà, je vous remercie pour votre attention.